Bonjour. Ça va? L'après-midi n'est pas trop longue. Ça avait l'air hyper intéressant en tout cas, justement. J'ai essayé de faire pareil. Donc moi, quand on m'a demandé de venir parler ici, on m'a demandé de parler soit d'un coup de gueule, soit d'un coup de cœur. Et donc j'ai décidé que j'allais venir vous parler d'un coup de cœur. Plus sympa. Et en fait, le coup de cœur, c'est la France. Moi, j'ai habité 6 ans à San Francisco. Je viens de rentrer en janvier. Et en fait, je voulais vous raconter un peu ce que je pense que la France, notamment au niveau du numérique et du web, a apporté au monde et vice-versa. D'abord, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a ce qu'on appelle une révolution numérique. Donc, quand vous demandez à la génération Y, tout le monde sait ce qu'est la génération Y? Oui? Non? N'hésitez pas à vous signaler. C'est les 18-35 ans. Quand vous leur demandez en fait, ce qu'ils pensent de la génération numérique, ils pensent, loin du pessimisme qu'on peut entendre parfois, que 84% d'entre eux pensent qu'ils ont le potentiel de changer le monde pour le meilleur avec cette révolution numérique. 73% d'entre eux pensent même que l'accès à Internet change leur vision du monde. En quoi ça change une vision du monde? Ça change une vision du monde parce que tout d'un coup, en fait, vous, moi, on a à peu près le monde dans notre poche. Ce qui change à peu près, je ne sais pas, moi je peux parler à un blogueur, je peux recevoir des conseils de quelqu'un qui vit à 15 000 km de chez moi. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et comme le dit Kleshirki, historiquement, nous avons toujours surestimé la valeur de l'accès à l'information et toujours sous-estimé la valeur de l'accès à l'autre. C'est ça aussi Internet. C'est ça aussi quand vous créez un produit, quand vous créez une start-up. C'est pas seulement créer quelque chose qui rend ma vie plus facile, c'est aussi une façon d'avoir accès à l'autre d'une façon inédite, en fait, quelque part. Donc c'est ça, en fait, Internet. Ce sont des gens qui n'auraient jamais dû se croiser, ce sont des gens qui peuvent créer des mouvements, ce sont des gens qui peuvent même créer des communautés. Est-ce que vous reconnaissez tous les logos sur cette page? Oui? On est bien chez les innovateurs. Parce que généralement, le logo qui pose problème, c'est le petit bonhomme. Vous le connaissez ou pas? Ouais, Reddit. Donc ça, par exemple, Reddit, Bitcoins, Kickstarter ou Wikipédia, c'est typiquement ce qu'on appelle les communautés du web qui n'auraient pas pu exister il y a 10 ans. Non pas seulement parce qu'il n'y avait pas la technologie, et parce que le fait de créer ensemble Wikipédia, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement distribué dans la façon de créer du contenu sur lequel on se repose tous. Kickstarter, tout le monde connaît Kickstarter? Vous ne connaissez pas Kickstarter? Si. Bon, Kickstarter, c'est pareil. La communauté est moins décentralisée, mais c'est quand même des gens qui vont se mettre ensemble pour financer un projet. Sur le papier, c'est vraiment on paye pour voir. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une communauté qui se fait confiance, basée sur la créativité, sur l'innovation, sur le respect en fait, des valeurs de Kickstarter. Ça, vous voyez, pour moi, c'est ce que j'appelle à gauche. En fait, tout à droite, vous avez la vraie promesse du web. Ce que Bitcoin essaye de faire, en fait, ce qui serait centralisé, c'était avant Internet. Décentralisé, c'est à peu près ce qu'on voit en ce moment. Distribué, c'est quand chacun d'entre vous, moi, on a exactement le même pouvoir de décision dans n'importe quel projet. À part Bitcoin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de projet qui ressemble complètement à cette façon distributive, en fait, cette façon de distribuer le pouvoir de façon totalement égalitaire. Pour les romantiques du web, pour les premiers qui ont cru à cette révolution numérique, dans la Silicon Valley et même ici d'ailleurs, ça, c'est la révolution numérique dont ils rêvent. C'est-à-dire plus d'État, plus de centralisation, plus de gens, plus d'experts, en fait. Chacun d'entre nous peut avoir une nouvelle expertise, chacun d'entre nous peut avoir un rôle à jouer. Alors moi, je pense que la vérité se situe à peu près entre les deux. Je pense qu'une société totalement distribuée, qui fonctionne à l'horizontale, enfin, il suffit de lire des bouquins sur les communautés hippies, c'était quand même très très compliqué, ça s'est très très mal terminé. D'ailleurs, non mais parce que quand vous laissez les communautés hippies se gérer toutes seules, non mais il y a des bouquins fabuleux là-dessus, elles ont fini par, en fait, le racisme, la ségrégation, la discrimination sont revenus d'office. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la distribution n'est pas un gage forcément de démocratie. Par contre, effectivement, Internet a à peu près cette promesse pour vous et pour moi de nous redonner une voix. C'est quand même quelque chose de très fort. Les créateurs de communautés font des participants les vrais héros. Il n'y a rien de plus motivant que le sentiment que vous êtes nécessaire pour créer quelque chose d'important. C'est ça Kickstarter, c'est ça Wikipédia, c'est ça Bitcoin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement spectateur d'un contenu, vous êtes essentiel, nécessaire pour le créer et pour créer sa valeur. Alors ça, on est tous pareils, plus ou moins égocentriques, plus ou moins orgueilleux, ça n'empêche que ça marche pour tout le monde. Cette espèce de gratification d'être soi et de pouvoir en fait participer à la création de quelque chose, c'est quelque chose de très très fort. Une fois que vous arrivez à faire ça pour votre produit, pour le projet que vous créez, je peux vous dire que vous avez les gens vissés à votre projet pour toujours. Ça, c'est quelque chose qui est humainement très fort à créer.
Ce que ça crée aussi de l'intelligence collective. Je crois qu'on est tous d'accord que... Enfin, remarque, tous. On a tous fait des brainstorms un peu pourris, mais on est généralement plus fort quand on réfléchit à 4 que quand on réfléchit tout seul. Normalement, ouais, quand même. Donc, Internet, c'est ça. C'est aussi une façon de créer de l'intelligence collective, et donc pour vous et pour moi d'être plus innovants. La vraie promesse d'Internet, en plus, c'est que vous et moi, ça nous empêche d'être un entre-soi qui est très violent. C'est-à-dire c'est très difficile d'être créatif si vous et moi, on a le même âge, la même couleur de peau, la même formation. On va tendance, et c'est prouvé, on va avoir tendance à avoir les mêmes idées. Si vous embauchez dans votre boîte des vieux, des jeunes, des gens qui viennent de tous les milieux, de toutes les origines, de tous les diplômes, vous avez une boîte qui est forcément plus innovante d'office. C'est pareil, la révolution Internet, elle permet ça. Elle permet finalement de penser le monde un peu différemment et de sortir d'un entre-soi. Internet n'a pas de frontières. Comme ici. Moi, quand on me parle de l'Internet français, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je n'arrive pas à le penser. Parce que la révolution numérique, elle pense de cette façon-là. Bon, alors je me suis auto-citée. En fait, j'adorais ça. C'est une carte qui montre tous les devices, tous les appareils, c'était le moment Jean-Claude Van Damme, tous les appareils connectés en même temps dans le monde. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vois pas des pays. Je vois des gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un coup, cette carte-là, elle retrace un peu les frontières complètement différemment. Donc moi, je dis souvent, est-ce que quelqu'un connaît ce qu'est l'overview effect? Ça vous dit quelque chose? L'overview effect, c'est le sentiment qu'ont eu les astronautes quand ils sont venus de l'espace. C'est-à-dire, imaginez, parce que maintenant, vous voyez des mecs, vous tweetez l'espace. Imaginez dans les années 70, première fois qu'on se pointe pour voir l'espace, la Lune, etc. Les premières photos qui arrivent de la planète Terre. Je ne sais pas si vous imaginez le choc, quoi. Le choc de voir sa planète vue de l'espace. Donc les astronautes, ça leur a un peu pété la tête quand même. C'est-à-dire de voir leur monde, en fait, leur planète de là. Quand ils rentraient, tout ce qui était frontières, diplomatie, guerre, etc., ça n'avait plus aucun sens pour eux. Parce que de l'espace, on ne voit pas les frontières. Ça n'avait plus de sens. Donc, c'est devenu des gros activistes écologistes et aussi des mecs, c'est les scientifiques et les médecins qui sont arrivés avec ce terme qui est, en fait, ils sont victimes de ce qu'on appelle un overview effect. L'overview effect, c'est de voir la planète sans frontières, sans race, sans délimitation. Comme une espèce de petite boule, en fait, vous voyez, une espèce de balle qui est suspendue dans l'univers, quoi. Eh bien, moi, je pense qu'Internet est à peu près l'overview effect de notre génération. C'est-à-dire que la façon de repenser le monde, je ne dis pas que c'est la fin de l'État-nation, mais je dis que la génération numérique pense le monde avec un overview effect en tête, parce que Internet n'a pas de frontières. Alors, je sais, il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué sur cette... Rien? Quoi? Bah ouais, il y a quand même tout un continent qui est dans le noir, mais ce que je pense, ça, c'était Internet il y a 35 ans. Donc, ça va quand même... Bah si. Donc, du coup, ça, je pense que ça va aller très vite. D'autant plus que vous avez les boîtes les plus puissantes du monde, qui s'appellent Google et Facebook, qui sont vraiment sur le coup, sur toute cette partie-là qui est dans le noir. Donc ça va changer très vite. Donc, du coup, voilà, on arrive dans cette opportunité numérique, elle repense le monde différemment. Et moi, je crois notamment que la ville sera vraiment un nouvel espace identitaire pour la génération numérique. Non pas que l'État-nation n'a pas vocation à encore exister, mais la ville, c'est vrai. Par exemple, moi, j'ai jamais dit en 6 ans que j'habitais aux États-Unis. J'ai toujours dit que j'habitais à San Francisco. Pourquoi? Parce que, au niveau de mon identité, ça dit quelque chose de très différent que si je vous dis je vis à Chicago, je vis à Austin, Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Quand vous dites Lyon, Paris, Bordeaux, Vienne, Londres, Barcelone, finalement, c'est une nouvelle identité qui parle beaucoup plus pour la révolution, la génération numérique. Bon, ça, c'est toujours la même idée. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus. Il y a un bouquin qui est absolument génial, qui est en fait de Benjamin Barber, et où il explique, il dit en fait, finalement, les vrais leaders de demain, au niveau politique, ce sont les maires. Parce que finalement, le niveau décisionnaire, le niveau politique le plus cohérent pour la révolution numérique, c'est ce niveau local-là. Et moi, je crois que ce n'est pas du tout un hasard que la plupart des startups, aujourd'hui, se lancent par ville et non pas par pays. Uber, quand ils annoncent leur croissance, ils sortent des villes. Quand Airbnb annonce sa croissance, quand il annonce « on se lance ici », il ne dit pas « on lance en France ». Il dit « on lance à Paris, on lance à Barcelone, on lance à Berlin, on lance… » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux aussi
ont tout à fait repéré que l'identité de la ville était une identité qui allait se greffer à celle de l'État-nation. Donc ça, c'est pour vous dire, voilà, en fait, ça c'est le président de Levis qui avait dit finalement, cette révolution numérique, ça va tout transformer, hein, aussi bien les corporations, le climat, les communautés, la monnaie, ce à quoi je rajouterai la city, la ville. Le 21e siècle ne sera pas dominé par les États-Unis ou la Chine, le Brésil ou l'Inde, mais par la ville. Et ça, quand vous lancez un produit, ça, quand vous pensez votre start-up, quand vous pensez votre app, je crois que c'est capital de l'avoir en tête. C'est la fameuse, un peu hippie toujours, think global, act local. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, vous pensez votre produit ou votre start-up ou votre projet de façon globale, parce que Internet n'a pas de frontières, ça n'a pas de sens de penser aujourd'hui un produit numérique ou une activité numérique autrement que comme ça. Par contre, le lien, il se fait très fort de façon locale. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement important de penser le lien qu'on va devoir reconstruire, nous, ensemble, les uns les autres, en étant dans la même ville. Donc la France vue du monde. Parce que là, je vous ai parlé de la révolution numérique, mais je voulais aussi vous parler de nous dans cette révolution numérique. Et la France, comment, en fait... C'est pas que j'ai l'impression que parfois ici, on fait un peu du French bashing, mais un peu quand même. Et je crois qu'on ne le mérite pas. Donc en fait, je voulais vous dire qu'il y avait plein de raisons, notamment dans cette révolution numérique, de s'adorer. Enfin, de se faire du bien, quoi. De penser qu'on a plein de choses à proposer. Alors évidemment, il y a les fameuses écoles d'ingénieurs. Ça n'empêche que c'est très vrai. Donc moi, je vais vous dire, mon mari, il est chez Apple depuis 12 ans. Il a fait ses études à Lyon. Et puis, ensuite, il a fait ses études à Grenoble. Et il est chez Apple à Cupertino depuis 12 ans. Vous avez les déjeuners French Mafia chez Apple tous les vendredis. Tellement ils sont nombreux, les ingénieurs français, chez Apple, au headquarter à Cupertino. Donc c'est pas une légende, hein. Le côté, on a les meilleures écoles d'ingénieurs. Oui, oui, on a des très très bonnes écoles d'ingénieurs. Très très bonnes écoles d'informatique. Je pense aussi qu'il y a une dimension qui est tout à fait négligée. Donc c'est une phrase que j'adore de David Lynch. Les Français font un art de tous les aspects de la vie. Vous connaissez David Lynch, le cinéaste? Oui. Donc ça peut vous sembler complètement de quoi elle me parle là, au milieu de la révolution numérique, mais non. Je vous parle de la révolution numérique. Vous reconnaissez Steve Jobs, Steve si tu nous entends, et Steve, quand il a lancé en 2007 l'iPhone, il a dit quelque chose de très très important. La keynote est online hein, et sur Internet. Il a dit, nous, on est la société, on est la compagnie la plus innovante du monde, pas parce qu'on est une société numérique ou technologique, hein. On est la société la plus innovante du monde parce qu'on est à l'intersection entre la technologie et les arts. C'est pour ça que Apple est vraiment une compagnie qui est drivée par le design. Si vous n'avez pas de designer dans votre boîte, dépêchez-vous d'en prendre un. Je ne saurais jamais le dire assez, à quel point le design thinking, le design, parce que ça pense le service par rapport au client, c'est à peu près la clé de tout. Donc ça, quand on vous parle technologie et art, bon, donc pour lui, ça veut dire que c'est là où se passe la magie, ça ne vous fait pas penser à la France. Vous n'avez pas l'impression qu'on a une valeur ajoutée par rapport à la Silicon Valley là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a une vraie crédibilité là-dessus, sur les arts, sur la littérature, sur la musique, sur le cinéma, sur l'architecture. Ça, c'est des disciplines qu'il ne faut absolument pas abandonner dans une révolution numérique, loin de là. Et je suis même persuadée que ça, c'est une de nos forces par rapport au monde dans cette révolution-là. Bon, c'est peut-être le bouquin que j'ai le plus recommandé dans ma vie. Donc, il s'appelle John Maeda, c'est l'ancien designer de la Rhode Island Design School, qui est la meilleure école de design des États-Unis. Ce bouquin fait 50 pages, hein. C'est le bouquin le plus court du monde. Donc, ça vous fait un trajet de bus. C'est toujours assez vendeur quand je dis ça, ne pas rire. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Redesigning Leadership. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce bouquin? Il dit la même chose que Steve Jobs, en fait. Il dit, en fait, les leaders de demain, ça sera bien plus des artistes, ou qui auront en tout cas les caractéristiques de l'artiste, que du business manager, ou du business leader, ou du mec à cravate à Davos. Pas du tout. Parce que le 21e siècle demande des talents et des savoir-faire, et une vulnérabilité, et une émotion qui n'a rien à voir avec ça. Vous arrivez à lire ou pas d'ici? Bof. J'hésite toujours à la mettre. Mais alors du coup, en fait, il explique, vous voyez, le traditionnel leadership versus le creative leadership. Le leadership du 21e siècle, c'est le creative leadership. C'est pas très loin de ce que racontait la demoiselle, pardon, dont j'ai oublié le prénom, juste avant moi. C'est-à-dire le fait d'être beaucoup plus dans l'interaction, dans le feedback, de partager qui on est pour faire ce que l'on fait, etc. Le leader de demain, il crée plus de leaders, hein. Il crée pas plus de suiveurs. Et pour John Maeda, l'artiste sait très bien faire ça, le designer sait très bien faire ça, puisque finalement, il ne crée qu'avec ses émotions, il ne crée qu'avec l'empathie, il ne crée que pour les autres, que pour les gens.
Normalement, enfin, je veux dire, il y a évidemment une vocation de profit quand vous lancez une boîte. Mais ça, il dit, pour créer un produit que les gens veulent au XXIe siècle, c'est capital d'avoir ces talents-là. Capital. Donc, ne tuez pas l'artiste en vous. Si vous prenez des cours de guitare, machin, etc., il faut continuer. C'est probablement là que vous allez avoir vos meilleures idées. Face à tout ça, il y a quand même un enjeu de nouveau monde. C'est-à-dire, moi, je pense que toutes ces caractéristiques du nouveau leader, ça amène des nouvelles valeurs. Moi, je crois à la résilience dans une révolution numérique, je crois à l'empathie et je crois à la curiosité. Je crois que ça, c'est les 3 valeurs clés pour moi pour réussir au XXIe siècle et réussir dans une révolution numérique. C'est valable pour votre produit, c'est valable pour vous, c'est valable pour comment vous gérez vos équipes. Donc moi, je crois que la révolution numérique, elle aura échoué si elle ne crée pas un nouveau monde. C'est-à-dire, au lieu de rendre l'ancien système plus efficace, c'est-à-dire aller plus vite d'un point A à un point B grâce à mon Uber, si elle aurait vraiment créé une nouvelle façon de penser, un nouveau paradigme. Bon, ça ne vous aura pas étonné, je me suis trompée. Ça, par exemple, c'est l'ancien monde. Dans l'ancien monde, les femmes représentent moins de 5% des CEO des plus grandes, des Fortune 500 compagnies, quoi. 5%, c'est quand même dramatique, ok ? L'ancien monde, c'est ça. La nouvelle économie ne pourra pas prétendre à l'innovation si, pour moi, elle reproduit exactement les mêmes inégalités que l'ancienne. Ça n'aura pas de sens. On aura échoué. Donc ça, c'est une de vos responsabilités, j'en suis certaine. Bon, c'est encore une auto-citation. Donc en fait, j'étais à South by Southwest. Qui connaît South by Southwest ? Très très bon. Bon, c'est pas Blend, mais c'est pas mal. Donc, si vous pouvez y aller, c'est le plus grand festival... c'est pas mal, quand même, South by Southwest. C'est le plus grand festival... numérique, je dirais, du monde, en fait. C'est là où a été lancé Twitter, etc. Walter Isaacson, bouquin fantastique qui s'appelle Innovators. C'est aussi lui qui a écrit la biographie de Steve Jobs. Il a dit un truc pendant sa keynote qui m'a vraiment marqué. Il a dit, l'inégalité, c'est le problème économique clé, c'est le problème économique social et moral de notre société. La nouvelle économie, elle a une responsabilité là-dessus. Elle doit lutter contre ces inégalités-là. Donc moi, je veux bien qu'on parle des femmes, mais quand on parle des inégalités, on parle de toutes. La nouvelle économie, si elle ne reproduit pas la diversité, si elle n'inclut pas des gens qui viennent de différentes origines, de différentes cultures, non seulement elle ne pourra pas innover, ce n'est pas un enjeu social dont je vous parle, c'est un enjeu économique. Et en plus, elle reproduira exactement ce que la nouvelle économie devrait changer. Vous arrivez à lire ou pas ? Non. Donc, dans la Silicon Valley, il y a plus de 50% des gens qui ne parlent pas anglais chez eux. Donc, ça sera le moment politique du moment. Quand Bruno Le Maire dit « si tu es français, tu parles français chez toi », ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas ça, en fait, être français. Quand dans la Silicon Valley, on attire les talents du monde entier, on est 3 fois plus innovant. Il n'y a pas de hub d'innovation qui s'est créé sur des talents locaux. Ça n'existe pas. Donc, l'immigration, que les gens viennent de tous les pays, de toutes leurs origines, et apportent ça en France, c'est capital. Comme nous, on peut le faire ailleurs. Donc, quand je pense diversité, je pense Europe. Ça, moi, j'aurais jamais fait la French Tech, j'aurais fait l'European Tech direct. Moi, je trouve ça incroyable. On a un réseau que la Silicon Valley n'aura jamais. On a une diversité, un talent, une richesse à disposition en permanence. Donc ça, c'est très fort. Et de façon locale, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est d'être amis avec les gens qui n'ont pas votre âge, de passer du temps avec les gens qui ne parlent pas votre langage, passer du temps avec des gens qui ne viennent pas de votre classe sociale. C'est la meilleure façon de voir le monde. C'est la seule façon de grandir. Merci beaucoup.